Bienvenue à la capsule vidéo sur les prolongements relatifs aux vecteurs. Alors, depuis le début du chapitre, on travaille les vecteurs dans le plan cartésien. On a vu aussi qu'il y avait une relation entre les vecteurs, donc les coordonnées cartésiennes, horizontales et verticales, les composantes. Et on peut aussi travailler en angle et avec des angles et la norme du vecteur. Alors ça, en réalité, on pourrait dire que c'est des coordonnées polaires. Je vais vous montrer un petit peu le lien tout à l'heure. Là, vous avez à l'écran la troisième dimension, donc c'est le plan l'espace cartésien, donc R cube. Alors, on a besoin pour ça d'une troisième coordonnée, donc un troisième axe, qui est l'axe Z, l'axe des cotes. Alors, on a maintenant l'axe des abscisses qu'on connaissait, l'axe des ordonnées qu'on représente couché. Là. Imaginons qu'ici, le plan qu'on a là, c'est là-dedans qu'on travaille. Et là, maintenant, on vient de rajouter une troisième dimension qui sort de là. Donc, lorsqu'on représentait nos figures géométriques, bien, elles sont toujours couchées sur le plancher qu'on représente ici. Et maintenant, c'est comme si on venait de se donner accès à une hauteur. Et bien sûr, ben, autant qu'on a des négatifs dans les X et les Y, on a aussi des négatifs dans les Z. Ça commence avec ça, mais ça serait. Donc, évidemment, on peut aussi faire des fonctions dans R-cube. Ceux d'entre vous qui auraient la chance de continuer des maths, vous allez peut-être avoir cette occasion-là. Alors, pour l'instant, on va regarder un peu ce que ça donne, les vecteurs en trois dimensions. Mais je vous rappelle que tout ça, c'est de l'extra. L'objectif, c'est juste de voir, ah oui, c'est ça qui m'attend plus tard, ah, ça m'intéresse, j'étais curieux, il y a encore des choses que je voulais savoir. C'est un peu ça le but, donc assouvir un peu notre curiosité. Et c'est la quête du savoir qui fait en sorte qui nous définit beaucoup comme être humain. Revenons maintenant au vecteur, puisque c'est le but de cette leçon. Dans l'espace cartésien, entre autres. Alors, dans le plan cartésien, on définissait les vecteurs, des vecteurs cartésiens par les vecteurs unitaires I, I, J, et on avait la façon de l'écrire qui était plus simple, seulement avec les parenthèses. Mais c'est sûr que si on prolonge, ben, ça va donner un vecteur V, mettons, qui serait par exemple 3i moins 2j. Mais cette fois-ci, on va avoir besoin d'une troisième coordonnée, puisqu'on a trois dimensions. Alors, disons 4K. Donc, c'est un vecteur, cette fois-ci, qui appartient à R cube. Donc, il est dans l'espace cartésien. Bien, c'est sûr que de façon plus simple, on pourrait l'écrire de la façon suivante, c'est-à-dire le vecteur V égale à 3, moins 2 et 4. Bon, à partir de la troisième dimension, on commence, parce que oui, les vecteurs se généralisent, on peut les voir en n dimensions. On commence à comprendre que les vecteurs, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle les matrices. Alors, on va aussi écrire ça comme ça. Donc, le vecteur V, on va souvent l'écrire à la verticale. Donc, ça n'empêche rien. Là. Ça n'a aucun impact sur les leçons qu'on utilise actuellement en SN5, mais on va l'écrire comme ça. On peut l'écrire comme ça à partir de la troisième dimension. Et ça a des avantages, notamment lorsqu'on parlait tout à l'heure du produit vectoriel. Alors, et quand on va vouloir généraliser les vecteurs en n dimensions, ben, au lieu d'avoir trois coordonnées, donc trois composantes, V1, V2 et V3, on va pouvoir dire on se rend jusqu'à Vn. C'est plus court aussi que d'écrire des virgules à chaque fois. Alors, c'est seulement une notation, ça ne change pas la réalité de ce que nous sommes en train de faire. Donc, si on voulait le représenter, notre fameux vecteur 3i moins 2j plus 4k, ou 3 moins 2 et 4, comme on vient de dire, bien, on aurait besoin d'utiliser les trois dimensions, donc les trois coordonnées. Sur l'axe, donc I, c'est un vecteur unitaire horizontal, donc on utilise sur l'axe des abscisses. Alors ça serait 1i, 2i, 3i, on serait rendu là. Et moins 2j, alors on est sur l'axe des ordonnées, donc moins 1 et moins 2. Fait que voilà pour l'instant. Fait que là, à la rencontre de ces deux-là, normalement, on aurait notre vecteur si on était dans le plan
Voilà, on aurait notre vecteur si on était seulement dans le plan cartésien. Mais là, on n'est pas dans le plan cartésien, on est dans l'espace cartésien. Alors, on va avoir besoin de la troisième dimension. On dit que c'est 4K. Alors, 4, 1, 2, 3, 4 sur l'axe des côtes. Alors, sur l'axe des côtes, on a ça. Et là, maintenant, pour aller le rejoindre, il va falloir monter de 4. Alors, on va aller rejoindre ça comme ça. J'ai un petit problème de parallélisme. Alors, et notre fameux vecteur, il se retrouve ici, je vais le tracer en rouge. C'est celui qui part de l'origine, parce que vous savez que les vecteurs n'ont pas de position absolue. On peut les placer à l'origine pour plus de commodité. Il est un peu arrondi. Donc celui-là, comme ça. Et ça serait mon vecteur V. Alors, il est vraiment dans l'espace. Il faut être capable de visualiser l'espace en regardant les repères de profondeur. Revenons pour quelques minutes dans le plan, donc en 2 dimensions, avec une autre façon de voir les vecteurs. On l'a effleuré, mais sans vraiment rentrer de plein fouet. C'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Alors, il y a une autre façon de définir la position d'un objet dans un plan. Au lieu d'y aller avec l'horizontale et la verticale, imaginons que je veuille définir la position du point P que j'ai placé là. Bien, je pourrais utiliser une autre notion qui est de déterminer le point P. Il est distant de combien? Donc, quelle est sa distance par rapport au centre? On pourrait le définir comme ça. Donc, il serait situé sur un cercle avec un certain rayon. Alors, on pourrait dire j'ai un certain rayon. Et à part ça, ben, c'est quoi l'angle que je vois par rapport à un angle de référence qui serait 0 degré, l'horizontale? C'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Alors, un point P peut être entièrement défini par la distance par rapport à son centre, qu'on appelle le rayon, et un angle. Ben, c'est la même chose avec les vecteurs. Par exemple, on pourrait dire que ce que je viens de tracer là, ben, je peux dire que c'est le vecteur OP. Un vecteur OP, il est entièrement défini. Le rayon, en réalité, c'est la norme du vecteur. Et par son angle. Disons, dans ce cas, on va juste écrire θ, ça c'est la façon générale. Et puis, par exemple, on pourrait dire que OP égale, disons que la norme est de 3 unités et l'angle de 45 degrés. Alors ça, c'est une façon d'écrire en coordonnées polaires un vecteur. Et vous voyez le lien qu'on a vu en classe, c'est-à-dire que lorsqu'on définit un vecteur en coordonnées cartésiennes, on donne les coordonnées horizontales et verticales, mais on fait le lien en prenant la norme du vecteur fois le cosinus de son angle, et ça nous donne cette dimension ici. Donc, ça serait la coordonnée cartésienne, je vais l'appeler delta x pour l'instant, et cette dimension-là qui serait delta y, alors qui seraient les composantes horizontales et verticales respectives. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la transition entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires. Comme tout à l'heure, on avait généralisé le plan cartésien en un espace cartésien. On peut maintenant faire la même chose avec les coordonnées polaires. Si on passe à la troisième dimension, on appelle ça des coordonnées sphériques. Alors, on est capable de définir un vecteur. Ici encore, on a un vecteur qui serait le vecteur OP dans l'espace. Et puis, il est entièrement défini. Tout à l'heure, on définissait entièrement par un rayon et un angle, qui était l'angle θ qu'on utilisait. Ici, on a besoin de 2 angles. Fait qu'on peut définir OP par trois informations. D'abord, l'angle, on l'appelle ρ. Alors, c'est le R grec. L'angle, ρ, le rayon qui est ρ. Après ça, on a un angle θ qu'on place ici. On comprend qu'on pourrait faire la même chose avec un autre axe. Alors, on peut prendre un axe ou un autre. Alors, on a l'angle θ et on a l'angle φ. Alors, à l'aide de ces 3 informations-là, on est capable d'aller définir entièrement un vecteur dans l'espace par les coordonnées sphériques.
Alors, c'est super commode de travailler avec les coordonnées sphériques. C'est d'ailleurs c'est la méthode qu'on utilise. On vit sur une boule. Et puis, quoique ce ne sont pas des coordonnées sphériques de la même façon, ça a beaucoup de sens de travailler la géométrie sur une sphère ou dans une sphère. Et on peut aussi voir l'univers dans lequel on vit, non pas comme un géant cube, mais plutôt comme une géante sphère. Alors, où l'observateur se place au centre et par rapport à sa position, on peut déterminer une certaine distance qui serait le rayon d'observation. Et puis là, on peut y aller avec des angles. Le but, c'est pas de couvrir ça aujourd'hui, c'est juste de voir les différentes façons de voir les vecteurs lorsqu'on veut prolonger la façon de voir les choses. Tout comme on le faisait dans le plan, on cherchait à avoir une relation entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. C'est évident qu'on a les mêmes ici. On peut décrire cette réalité-là de deux façons différentes. Alors, le fameux vecteur OP qu'on a ici, on est capable de l'abaisser et d'aller déterminer les coordonnées, les composantes respectives sur chacun des axes. Alors, j'ai abaissé ici verticalement, j'ai reporté ici sur l'axe des cotes, ici sur l'axe des ordonnées et là sur l'axe des abscisses. Alors, j'obtiendrai ici, si on l'appelle V, le vecteur OP, je pourrais dire que donc V, si je le veux en coordonnées cartésiennes, j'aurais trois composantes, V1, V2, V3, et V1 sur l'axe des abscisses, V2 sur l'axe des ordonnées et V3 sur l'axe des cotes. Et là, on veut voir la relation entre le rayon de mon vecteur, donc la norme du vecteur. Bien sûr, la norme du vecteur, ça se trouve à être mon rayon. Et on voit que c'est par trigonométrie qu'on peut atteindre ça. Par exemple, on peut déjà voir que si je prends la norme et que j'obtiens un triangle rectangle ici, cette dimension sera équivalente à la norme du vecteur V multipliée par le cosinus de l'angle θ qui, en réalité, on a l'habitude de le mesurer ici. Alors, V3 me donnerait ceci, donc la norme de V fois le cosinus de l'angle θ. C'est le même principe qu'on utiliserait pour déterminer les deux autres composantes. Mais c'est un peu plus subtil. Par exemple, si on regarde ici cette dimension qui nous servirait à déterminer les composantes V1 et V2, cette dimension se trouve à être l'ombre, on parle de l'ombre, mais c'est le projeté de cette dimension ici dans le plan. Cette dimension, elle est aisée à trouver parce que si celle-ci correspond à la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle θ, ici c'est le côté opposé. Alors c'est la norme du vecteur fois le sinus de l'angle θ. Alors on va aller inscrire ça ici. C'est cette dimension-là qu'on trouve qui est la norme du vecteur fois le cosinus de l'angle, le sinus de l'angle θ. De cette dimension-là, maintenant, ça se trouve être l'hypoténuse du triangle qu'on retrouve à cet endroit. Si je veux aller déterminer, cette fois, je vais changer de couleur, je vais y aller en vert, je vais aller déterminer la V1 par rapport à l'hypoténuse qui mesure la norme du sin θ. On va faire un cosinus de l'angle phi. On va dire, donc l'hypoténuse, c'est norme de V sin θ multiplié par le cosinus de phi. Alors, on va retrouver comme V1 qui va être ceci. Norme de V sinus θ fois le cosinus de phi. Et pour la valeur manquante, qui est ici, c'est V2, cette fois-ci, je vais l'écrire en vert, en jaune, voilà, qui est cette dimension-là. Cette fois-ci, on va utiliser ce qu'on a, donc l'hypoténuse qui est la norme de V sin θ, mais à nouveau fois sin phi cette fois, parce qu'on va aller déterminer le côté opposé qui est ici. Alors, en utilisant notre trigonométrie, c'est tout à fait accessible, donc le sinus θ, et en plus, on multiplie par le sinus de phi. Alors, c'est ça le lien entre les coordonnées sphériques et les coordonnées cartésiennes dans l'espace. Il y a encore beaucoup à dire.
Le but de cette leçon, c'est pas de couvrir tout, c'est juste d'ouvrir des horizons, comme j'ai dit d'entrée de jeu. Alors, c'est sûr que là, on vient de voir le produit scalaire, on vient de voir les propriétés de ça. On pourrait tout étudier ça. Le but, on n'étudierait pas les propriétés, mais juste voir, vous montrer que le produit scalaire se généralise aussi à la troisième dimension. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais disons que le produit scalaire en deux dimensions, on se souvient que lorsque on a les coordonnées écrites sous forme cartésienne, U1, U2, V1, V2 pour le vecteur V, là on va rajouter la troisième dimension, U1, U2, U3, en produit scalaire avec V1, V2, V3. C'est une des belles choses des mathématiques quand on s'aperçoit qu'il y a une continuité. Alors, le produit scalaire, c'est le produit, donc c'est la somme des différents produits. Donc, U1 multiplié par V1 et non pas V2, additionné à U1, voyons, vraiment, à U2, V2 et à U3, V3. C'est là la particularité puis l'utilité d'utiliser des lettres avec des indices. Ça nous permet de savoir de quel vecteur on parle et de quelle dimension, sur quel axe on travaille. Et ça se généralise, c'est ça la beauté de tout ça, se généralise à n dimensions. Alors, et pourquoi on parlerait de n dimensions? C'est une des choses que vous aurez l'occasion de voir, c'est les vecteurs, c'est un cas particulier d'une classe, une classe mathématique qu'on appelle en algèbre linéaire, qu'on appelle les matrices, le calcul matriciel. Alors, si là, c'est un vecteur à trois dimensions que j'écris de cette façon-là, puis j'ai vu avec vous tout à l'heure qu'on peut aussi l'écrire comme ça, U1, U2, U3, puis c'est pratique de l'écrire comme ça, vous allez voir un peu pourquoi. Bon, ça aussi, avec la flèche, c'est quelque chose qu'on aura tendance à abandonner avec le calcul matriciel. On va utiliser plutôt une lettre majuscule et on va écrire une grande parenthèse et on va aller mettre nos nombres qui correspondent à nos vecteurs et que plus tard, on va appeler des matrices. Donc, notre vecteur, ça peut être un vecteur U1, U2, U3, mais on peut aller jusqu'à n dimensions. N, c'est combien? C'est un nombre naturel, aussi grand soit-il. Okay? On n'a pas besoin de le définir toujours. Et on pourrait avoir un deuxième vecteur, V, qui serait V1, V2, lui aussi, n dimensions, Vn. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut, le produit scalaire qu'on voit à deux dimensions, U1, V1 plus U2, V2, et à trois dimensions, U1, V1, U2, V2, U3, V3, ça se généralise. Donc, si je fais le produit scalaire de deux vecteurs à n dimensions, bon, on voit que ça va donner U1, V1 plus U2, V2 plus U3, V3 plus ainsi de suite, plus UN, Vn. Donc, jusqu'au dernier vecteur. Et une somme comme ça qui est très longue à écrire, une somme généralisée, on utilise ce symbole-là qui est le sigma, le S majuscule grec, qui veut dire qu'on utilise pour somme, S pour sigma pour S, somme. Et on va dire, bon, on va prendre de I qui va de 1 jusqu'à N. I, c'est un indice qui signifie qu'on va prendre tous les... Donc, UI fois VI. Fait que ça signifie exactement ce qu'on retrouve en haut. C'est une façon généralisée de voir ça. Bon, le but, ce n'est pas de vous ennuyer avec le produit scalaire en particulier, c'est de juste voir que finalement, ça se complexifie. Il nous reste un dernier petit bout. Je ne voudrais pas passer sur les prolongements sans vous parler de ça. Je vous ai expliqué que les vecteurs, ce sont des objets très particuliers qui sont des objets géométriques, mais qui se comportent comme des nombres. Ils ont des propriétés analogues aux nombres. C'est ce qui les rend intéressants. Ils servent à décrire notre réalité d'une façon abstraite, mais vraiment, ils décrivent notre réalité. Et ils ont différents produits. Alors, on a vu qu'on pouvait multiplier un scalaire, un nombre, par un vecteur. On se trouve à le rallonger ou à le réduire, inverser sa direction, ainsi de suite. C'est une forme de multiplication. Après ça, on a le produit scalaire qu'on vient de revoir à l'instant.
où on multiplie deux vecteurs ensemble d'une façon spéciale pour obtenir un nombre. Donc, de là, le nombre produit scalaire. Le résultat est un scalaire. Mais il y a un autre produit. Un produit qu'on ne peut pas voir dans le plan cartésien. Il faut atteindre la troisième dimension pour être capable de le voir. C'est ce qu'on appelle le produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel, dans R3. Alors, le produit vectoriel, c'est on multiplie deux vecteurs ensemble et on crée un troisième vecteur qui va être orthogonal aux deux autres. Alors, imaginons qu'on a un vecteur U ici et on a un vecteur V là. Et quand on fait le produit vectoriel, on va obtenir un troisième vecteur orthogonal aux autres. Alors, dans une direction, mettons que je l'appelle W. Il est orthogonal à celui-ci et orthogonal à celui-là, donc perpendiculaire. Voilà comme ça. Et on utilise la règle de la main droite pour être capable de le placer. Donc, on dit que le produit vectoriel de U par, donc ce n'est pas le même symbole qu'avant, on utilise un grand X, par V, va nous générer un vecteur. Va nous générer un vecteur, ici appelons-le W. Comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne ainsi. Alors, si je prends le vecteur U, avec les composantes U1, U2, U3, et je fais ça en produit vectoriel avec le vecteur V, V1, V2, V3, on va obtenir un vecteur, donc lui aussi à trois dimensions. Alors, c'est plus simple, le but, ce n'est pas de travailler des formules, c'est plus simple de voir un exemple. Alors, disons qu'on a le vecteur moins 2, 3, 8 pour le vecteur U. Produit vectoriel, la langue me fourche, avec le vecteur 1, 0, 5. Ouais, ça veut dire I1, I plus 0J plus 5K. Pour faire le produit vectoriel, donc produire mon troisième vecteur, appelé W, ça fonctionne ainsi. On utilise la règle du gamma. Gamma, le CY, a cette forme-là. Alors, comment ça fonctionne? Si on veut aller placer le premier nombre ici, donc on est sur cette rangée-là, on va ignorer la rangée. Puis on va aller utiliser la règle du gamma avec le reste. Alors, c'est-à-dire que je vais prendre le 3 et je fais un gamma allongé. Alors, 3 vers 5, vers 8, vers 0. Qu'est-ce qu'on dit vers, en réalité? C'est qu'on va faire le produit de 3 par 5. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, je vais faire le produit de 3 par 5 moins le produit de 8 par 0. Ce qui va me donner le nombre à écrire dans la première case. Donc, 3 fois 5, 15, moins 0, ça va nous donner 15. Et on fonctionne comme ça pour chacune des lignes. Alors, la deuxième ligne, cette fois-ci, on va ignorer la deuxième ligne. On va utiliser le gamma entre de là à là, jusque de là à là. Alors, le deuxième terme, cette fois-ci, celui qu'on cherche à cet endroit, sera égal à moins 2 fois 5 plus 8 fois 1. Moins 2 fois 5, ce qui nous donne moins 10, plus 8, ce qui va nous donner moins 2. On va écrire ça ici pour le dernier. À date, on a le vecteur 15, moins 2. Et là, il nous restera la dernière ligne. La dernière ligne, on ignore cette ligne et on fait le produit de moins 2 fois 0, moins 3 fois 1. Fait qu'on va obtenir ceci. Alors, moins 2 fois 0, moins 3 fois 1, ce qui va nous donner le nombre moins 3, ici. Donc, notre produit vectoriel de ces deux vecteurs, donc le produit vectoriel qu'on avait ici, ça nous donnerait le vecteur moins 15, moins 2, moins 3. On va juste le réécrire. C'est-à-dire 15 moins 2 moins 3 et non pas moins 15 moins 2 moins 3. Voilà, ça nous produit un autre vecteur. Et là, bien sûr, vous imaginez, on peut très bien faire un produit, on appelle ça un produit mixte. Alors, le produit mixte, si on dit que le produit scalaire, on multiplie deux vecteurs ensemble,
pourquoi on ne prendrait pas le produit vectoriel de 2 vecteurs qui va nous créer un autre vecteur et que celui-ci soit en produit scalaire avec un autre vecteur. C'est ce qu'on appelle le produit mixte et il y a des propriétés associées à ça. Et c'est là qu'on va s'arrêter parce que, quand même, il faut s'en garder pour apprendre plus tard. C'est juste pour vous donner une petite idée de ce qui peut arriver encore. Donc, il y a beaucoup de choses encore à apprendre qui touchent les vecteurs. J'espère que ça va titiller un petit peu votre curiosité. Et lâchez pas d'être curieux.